Et bonjour, bonsoir à tous et à tous, ici Monsieur Marié du coup pour la suite et fin de votre cours première spécialité en physique-chimie sur le premier chapitre du thème 3 du coup qu'on a intitulé Aspect énergétique de phénomènes électriques. On va commencer d'abord dans un premier temps à corriger les exercices qu'on a donnés pour aujourd'hui à faire. Comme ça, les exercices que je vous donnerai pour vendredi seront beaucoup plus abordables pour vous qui n'avez pas fait l'électricité depuis un petit peu longtemps. Et donc ça va vous permettre de remettre un peu vos idées dans le bain et d'aborder avec plus de sérénité ce que je vais vous donner pour vendredi. C'est parti, du coup on commence par les exercices qu'on devait faire pour aujourd'hui, on les corrige. Numéro 15, page 272, on devait exprimer puis calculer l'intensité I d'un courant électrique continu dans un circuit parcouru par un nombre de porteurs de charge N est égal à 1,0 fois 10 puissance 20, tout ça pendant une durée delta T de 30 secondes. Alors du coup, petit I, l'intensité de votre courant électrique, c'est égal à Q sur delta T. Sauf que Q, la charge électrique globale qui traverse une section en un temps delta T, c'est égal du coup au nombre de porteurs de charge qui traversent cette section, fois la charge qu'ils portent. Donc du coup, Q, c'est égal à N fois E. Attention, dans ma correction, ici, j'ai oublié le fois E. Je me suis un petit peu trompé. Ici, normalement, vous avez... pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ici, vous avez N fois E, hein, j'ai oublié le fois E. Je vous rappelle que petit e, c'est une constante que vous avez appris depuis l'an dernier qui s'appelle la charge élémentaire. C'est la plus petite charge électrique qu'on peut voir portée par une particule. Ok. Donc du coup, ce petit e est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc du coup, petit I, c'est égal à n fois E divisé par delta T. Et ça fait du coup 1,0 10 puissance 20 fois 1,6 10 puissance moins 19. Tout ça divisé par 30 secondes, il n'y a pas à le transférer dans une autre unité. 30 secondes, c'est déjà en secondes, c'est une unité officielle, il n'y a plus qu'à appliquer. Donc du coup, vous trouvez normalement très directement que petit I, l'intensité dans le circuit du courant électrique continu dont on fait l'étude, est environ égale à 0,53 ampères. On passe du coup à l'exercice suivant qui était le 16, page 272, donc même page. Un bricoleur souhaite remplacer la petite lampe à incandescence d'une ancienne lampe de poche par une LED. Dans cette nouvelle lampe, une pile plate alimente la LED protégée par une résistance R qui est égale à 220 ohms. L'intensité du courant électrique continu mesurée par un ampèremètre et I est égal à 20 mA. Faire le schéma du circuit électrique et de l'appareil de mesure de l'intensité du courant électrique. Alors le schéma du circuit, il est ici, c'est petit A là. Vous avez du coup la pile et vous avez la lampe à côté. J'ai oublié cependant de mettre l'appareil de mesure. L'appareil de mesure de l'intensité, soit un ampère-mètre, parce que c'est son nom. On mesure l'intensité en ampères, donc pour mesurer des ampères, un ampère-mètre, c'est tout aussi simple que ça. Et il va falloir le brancher en série quelque part dans ce circuit. Donc du coup, pas de création supplémentaire de boucle, ça c'est pour un voltmètre. L'ampère-mètre, bah vous allez gommer, enfin moi il faut que je gosse, c'est un critérium que j'ai utilisé, vous allez soit ici, soit là gommer en fait un petit peu mes fils, afin d'intercaler mon ampère-mètre. Donc je vous rappelle que le symbole de l'ampère-mètre c'est un rond comme la lampe, sauf qu'on ne met pas une croix à l'intérieur mais un A. Voilà. Et il faut juste en fait que la borne de sortie, donc celle qui est reliée le plus proche à votre moins du générateur, vous mettez un petit point entre le A et la reprise du fil, et vous mettez COM dessus, parce que la sortie de l'ampère-mètre, du coup, ce qui va être relié plus tard à votre borne moins du générateur, c'est la sortie qui s'appelle COM. Okay. Après l'entrée, vous pouvez mettre A ou M, petit MA pour milliampères, ça importe peu. B. Quels sont les porteurs de charge responsables de l'existence d'un courant électrique dans ce circuit? Dans n'importe quel circuit électrique, pourvu qu'il soit composé que de câbles et qu'il ne passe pas dans une solution ionique, ce seront toujours des électrons. Voilà. Très clairement. Donc là, les porteurs de charge responsables du courant électrique dans ce circuit-là, ce sont que des électrons. Exprimer, puis calculer le nombre n de ces porteurs de charge ayant circulé dans la LED à travers une section de fil, sachant que la lampe de poche ainsi constituée fonctionne pendant une durée de delta T égale 200 heures. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais une lampe torche qui fonctionne pendant 200 heures en continu, c'est faramineux. Enfin, moi, j'aimerais bien avoir la même. Delta T, du coup, c'est égal à 200 heures. 200 heures, il faut le transférer en secondes, ce n'est pas l'unité officielle des heures. Donc, du coup, on fait 200 fois 60 fois 60, donc pour en minutes puis en secondes, ça fait 200 fois 3600, et on trouve 7,20 fois 10 puissance 5 secondes. Q, c'est égal à IT, le nombre de porteurs de charge, on va l'avoir grâce à Q, et à petit e. Donc du coup, il nous faut Q avant. Q, c'est égal à IT, soit l'intensité régnant dans le circuit, fois la durée d'utilisation maximum.
Ça fait 20 10-3. Je vous rappelle que 20 mA, c'est pas unité officielle c'est l'ampère. Donc du coup, on transfère les milliampères en ampères. 20 mA, ça fait 20 10 puissance moins 3 ampères. Fois 7,20 10 puissance 5, le delta T qu'on a trouvé juste au-dessus. Et ça fait environ 1,4 fois 10 puissance 4 coulombs. Grand N, du coup, le nombre de porteurs de charge, ben, c'est la charge globale qui passe à travers la section de mon fil divisée par la quantité portée par un seul porteur. Comme ça, je trouve le nombre de porteurs de charge. Donc du coup, je vais diviser 1,4 fois 10 puissance 4, ce que j'ai trouvé tout à l'heure en coulomb, par la charge élémentaire, soit 1,6 10 puissance moins 19. Et là, je trouve 9,0 fois 10 puissance 22. C'est sans unité, il n'y a pas de dimension pour cette grandeur, c'est un nombre d'électrons. Donc vous pouvez mettre électrons comme moi à la fin pour vous faire voir de quoi vous parlez. Sinon, vous pouvez laisser sans unité, ça marche aussi. Maintenant que les exercices sont corrigés, on passe à la suite du cours. On prend à la suite grand 3, puissance et énergie. On va commencer par la puissance et après, je vous ferai l'énergie. Grand A, puissance d'un dipôle. Une source de tension fournit de la puissance électrique à un circuit. Cette puissance est égale à la somme des puissances des dipôles passifs contenus dans le circuit, la lampe, la résistance, n'importe quoi. En gros, si je fais la somme des puissances qui a été consommée dans la maison, enfin si je prends le total de puissance que vous consommez à la maison, là par exemple ici dans mon cas c'est la puissance de la lampe qui est derrière la webcam pour m'éclairer, plus celle de la webcam par laquelle vous me regardez, plus celle de l'ordi que je suis en train d'allumer, plus celle de mon portable qui est en train de charger à côté, enfin... Tout ce qui est en train actuellement d'être traversé par une intensité et qui présente une tension à ces bornes, consomme une puissance, ou fournit une puissance. Il y a d'autres choses qui fournissent des puissances aussi. Hein. Donc du coup, pour avoir la puissance globale de votre appartement ou de votre maison, il suffit de faire la somme de tout ce qui consomme ou fournit une puissance. Mais, pour avoir la puissance d'un élément en particulier, par exemple ma souris ou mon portable, en fait c'est la tension qui règne, enfin qui est à ces bornes, fois l'intensité du courant qui traverse mon dipôle. Ok. Donc la puissance électrique fournie ou utilisée par mon dipôle, grand P, qui s'exprime en watts, c'est égal à la tension qui est entre ces bornes, en volts, fois l'intensité du courant qui traverse le dipôle, en ampères. Donc P est égal à 8, ça c'est un truc que vous avez peut-être déjà vu en 3ème, normalement c'est au programme de 3ème. Si vous ne l'avez pas vu, prenez-le. Dans tous les cas, vous le prenez et vous le mettez bien, comme j'ai mis moi, avec des couleurs, tout ça, pour que ça fasse bien joli. Grand B. Cas des conducteurs ohmiques. Alors du coup, si on prend un conducteur ohmique c'est quoi? C'est un conducteur qui respecte la loi d'Ohm. La loi d'Ohm c'est quoi? C'est U égale RI. Ça veut dire qu'à chaque fois, pour un dipôle ohmique, la tension qui règne la tension entre ces bornes est égale à sa résistance fois l'intensité du courant qui le traverse. Ok? Ça c'est toujours vrai. Pour un conducteur ohmique, c'est toujours vrai. Du coup, si j'arrive à associer la formule de la puissance avec celle de la loi d'Ohm, donc P égale UI et U égale RI, du coup, si je remplace U, qui est égal à RI, dans le U de P égale UI, ça me donne P est égal à RI carré. Ok? Donc du coup, P, la puissance dissipée ou fournie par un conducteur ohmique, c'est égal à R, la résistance du conducteur, en ohm. Donc, le signe de ohm, c'est un oméga, au fait, mais sur mon logiciel, pour faire les formules, j'avais pas le oméga, donc du coup, ohm en toutes lettres, ok? Et I au carré, du coup, c'est l'intensité du courant électrique qui traverse le dipôle ohmique, toujours en ampères. Hein. Donc du coup, la puissance qui est dissipée par... En fait, à chaque fois que vous avez un conducteur ohmique qui est traversé par un courant électrique, la résistance, du coup, de ce conducteur va dissiper de la chaleur. Ok? Et cette puissance qui va être dissipée sous forme de chaleur, elle est mesurée par cette formule, c'est R fois I au carré. Ok? Mais du coup, cette puissance qui est dissipée sous forme de chaleur, c'est ce qu'on appelle en fait l'effet Joule. Alors, par contre, Joule, c'est toujours J-O-U-L-E. Hein, ok. Pour moi, l'effet Joule, l'effet Joule, c'est si je vomis, quoi, tu vois. L'effet Joule, c'est la dissipation de chaleur. J'espère que vous retiendrez cet exemple-là. Un gros bisou à tous ceux qui aiment ce rappeur. Hein. Cas des conducteurs ohmiques, toujours. Du coup, tout ce qui est traversé par un courant électrique, ça dissipe de la chaleur. Tous les conducteurs ont une résistance.
Voilà, il n'existe pas de résistance nulle. Même les fils de connexion ont une résistance, même si elle est très faible, elle est voulue très faible. Mais du coup, même les fils finissent par chauffer, et donc on voit bien que ça dissipe de la puissance par effet Joule. Ainsi, si même les fils de connexion n'ont pas une résistance nulle et dissipent de la puissance sous forme de chaleur, tout circuit électrique, dès que vous le mettez en fonctionnement, dissipe de la puissance par effet Joule. C'est normal, voilà, c'est entièrement normal, tous les circuits du monde, du coup, sont comme ça. Remarque cependant, les armoires utilisées dans les centres de données comportent de nombreux ventilateurs. Votre ordinateur, par exemple, comporte un ventilateur. Votre voiture comporte un ventilateur. En fait, tout ce qui tend à avoir beaucoup d'effets Joule au même endroit, pour éviter que la chaleur ne monte trop et fasse fondre vos composants, on met un ventilateur derrière, en fait. Donc ça, l'effet Joule peut vraiment être dangereux. Pour un ordinateur, par exemple, dès que vous commencez à générer trop de chaleur, surtout pour un ordi portable qui va au-delà de 100 degrés, vous allez commencer à fondre vos composants électroniques, et du coup, votre ordinateur, ça sera de fonctionner très rapidement. C'est pour ça qu'il y a un ventilateur, en fait. Et l'ordi avec une tour, c'est pareil. Le ventilateur de la voiture, c'est pareil. Quand ça monte trop, vous enlevez votre eau que vous avez stocké. Enfin bref, tout ce qui chauffe et qui a un ventilateur, c'est vraiment pour contrer en fait cet effet-là, et qui est l'effet Joule. Dans une source de tension réelle, la résistance interne, c'est elle qui dissipe la puissance par effet Joule. Okay, quand un générateur ou une pile commence à chauffer, quand elle est en mode... attention, la pile, pas quand elle est en mode recharge, quand elle est en mode décharge, quand elle fournit l'énergie, dès qu'un générateur ou une pile commence à chauffer, c'est parce que même à l'intérieur du générateur ou de la pile, en fait de la source de tension, vous avez une résistance interne, aussi faible soit-elle, mais il y en a toujours une, et c'est elle du coup qui va dissiper la puissance que vous devriez fournir à vide par effet Joule. Grand C, du coup, on a fait le tour là sur du coup la puissance. On passe à l'énergie. Grand C, du coup, si un dispositif électrique de puissance P est utilisé pendant une durée delta T, du coup l'énergie qui va être utilisée ou fournie par ce dispositif est la suivante, E, c'est égal à P fois delta T. Voilà. L'énergie du coup que vous consommez avec un appareil électrique, c'est la puissance que cet appareil a besoin pour fonctionner, fois la durée pendant laquelle vous allez l'utiliser. Inversement, pour l'énergie fournie par un générateur, par exemple, c'est la puissance qui est fournie par générateur, fois le delta T, le temps où va fonctionner ce générateur, où il va libérer son énergie, enfin sa puissance. Donc dans les deux cas, que ce soit un récepteur ou un générateur, la formule reste la même, l'énergie qui soit utilisée ou fournie, c'est toujours égal à la puissance, respectivement utilisée ou fournie, fois la durée d'utilisation, la durée de fonctionnement en secondes. Grand D, rendement d'un convertisseur. Alors un convertisseur, qu'est-ce que c'est? Un convertisseur, en fait, c'est un appareil, un dipôle, qui va pouvoir transformer une forme d'énergie en une autre forme. Ce qui permet d'utiliser la forme électrique en forme de chaleur, ce qui permet de convertir une forme mécanique en une forme électrique. Ça permet de faire pas mal de conversions en fait, d'une forme d'énergie à une autre, qui permet du coup d'utiliser une forme d'énergie dans le but de l'utiliser sous une autre forme. Par exemple, un barrage hydroélectrique, vous prenez une énergie potentielle de pesanteur, de l'eau qui va du coup tomber du haut d'un barrage en faisant tourner une turbine, et en fait la conversion se fait toute seule, c'est que l'énergie potentielle qui va permettre à l'eau de faire tourner la turbine va être du coup générée, cette énergie va être récupérée en forme électrique, donc on peut appeler ça un convertisseur. Une partie de l'énergie fournie au convertisseur est transformée sous une autre forme, non utilisable, et on parle d'énergie perdue. En fait, quand vous allez donner une énergie à votre convertisseur, il y a une partie de cette énergie qui va être convertie, et une autre qui va être dissipée sous une forme en fait qu'on ne pourra pas utiliser. C'est-à-dire que par exemple, si jamais je sais pas, je prends mon énergie chimique dans un moteur de voiture par exemple, je prends mon énergie chimique, il y a de l'essence, tout ça, ça brûle, et en fait, quand vous allez communiquer en fait ces gaz à travers la turbine, vous allez faire tourner, mais il y a une partie de la chaleur en fait qui va être dissipée.
Et cette chaleur, du coup, ne sera jamais utilisée par votre circuit, par votre véhicule, pour faire tourner les roues. Donc du coup, il y a une partie d'énergie qui ne sera pas mise à profit, en fait, de votre avancée mécanique. Et cette partie-là, du coup, on peut dire que c'est une énergie perdue. Par exemple, c'est un exemple. Cette perte d'énergie, du coup, du dipôle se caractérise par son rendement. En fait, si vous attendiez, par exemple, 10 000 joules, vous avez produit, je sais pas, vous faites une réaction chimique, vous attendez 10 000 joules de cette réaction chimique. Et bien, si vous en recevez, par exemple, que 9 000, bah, vous voyez bien qu'il y a 1000 qui ont été perdus. Et donc, du coup, on va calculer le rendement énergétique du convertisseur. Ce rendement, du coup, il n'a pas d'unité, parce que c'est un rapport de deux énergies. Et ce rendement, on peut dire, par exemple, que c'est l'énergie utile, celle qui a été utilisée par le récepteur après, divisé par l'énergie absorbée, l'énergie totale qu'a reçue, du coup, votre convertisseur. Donc là, dans mon exemple que j'ai donné tout à l'heure, si mon convertisseur reçoit 10 000 joules, mais que 9 000 seulement ont été utilisés, bah, c'est qu'on en a perdu 1000, donc du coup, 9 000 divisé par 10 000, bah, ça me fait 9 sur 10, soit 90%, et 90%, du coup, c'est le rendement de mon circuit électrique, ou de ma voiture, etc. Okay, votre appareil, du coup, là, dans mon cas, présentement, a un rendement de 90%, c'est-à-dire que 10% à chaque fois de ce que je mets dans le réservoir va être dissipé et perdu. Donc du coup, c'est ça que les gens dans l'industriel vont chercher à maximiser absolument. J'espère du coup que cette fin de cours sur les énergies électriques et surtout les aspects de leur phénomène vous ont bien intéressé, sachant que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait d'électricité. On se retrouve du coup la prochaine fois vendredi pour corriger les exercices que je vous donne à faire, qui sont ceux-ci. Donc du coup les 41 et 42, page 276, qui sont assez simples. Vous allez voir, ça fait partie des exos de fin de livre. Mais ils sont relativement simples, concentrez-vous. Il y en a un des deux qui est corrigé, il me semble que c'est le 41. Et le 48 du coup qui est plus complexe, qui va demander beaucoup plus de vision d'ensemble du cours, et qui va du coup faire appel à pas mal de notions du cours, dont le rendement. Donc du coup, je vous laisse bien réfléchir là-dessus pour vendredi. Et vendredi, du coup, nouvelle vidéo à 10h, qui permettra du coup de corriger en entier ce que vous aurez vu sur ce chapitre. N'hésitez pas à me faire remonter toutes vos questions ou interrogations, que ce soit sur le cours ou les exercices, et je vous y répondrai bien sûr par mail. Sur ce, portez-vous bien, restez chez vous, bien confinés, et ne sortez qu'en cas d'extrême nécessité, s'il vous plaît. Allez, au revoir.